suffit pour geler comptes, biens, déplacements. Là où l'influence protégeait hier, une décision administrative inverse l'équation, expose les élites, mobilise les banques, renverse les protections et rend chaque actif traçable et vulnérable publiquement, sans délai judiciaire, sans arrangement discret, à visage découvert, selon les autorités, au nom de la sécurité nationale, et sous une communication publique assumée, destinée à frapper les croyances d'intouchabilité longtemps partagées par la population urbaine comme rurale. Que change ce basculement pour chacun quand Ibrahim Traoré est visé? La souveraineté entre en phase décisive. Cette séquence promet plus qu'un récit de crise. Elle propose de comprendre comment un État redéfinit ses lignes de défense quand la menace ne porte pas d'uniforme. L'enjeu n'est pas seulement institutionnel, il est concret pour le citoyen car il touche à la sécurité, à l'économie quotidienne et à la confiance collective dans les règles du jeu. En suivant les faits attribués au complot présumé, le lecteur accède à une grille de lecture utile. Comment l'argent, les médias et les réseaux d'influence deviennent des leviers de pouvoir, et comment leur neutralisation modifie l'équilibre interne. Le bénéfice est clair, distinguer le symbole de l'effet réel, comprendre pourquoi certaines décisions produisent un choc psychologique supérieur à leur portée juridique apparente. Mesurer aussi le risque assumé. Toucher aux élites expose à des représailles internes comme externes, mais laisser intactes des zones d'impunité fragilise durablement l'État. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une figure isolée que comme le point de cristallisation d'un choix stratégique, observé et interprété bien au-delà du Burkina Faso. La question centrale devient alors celle du prix à payer pour rompre avec un ancien ordre. Selon les autorités, l'enquête a mis au jour un réseau structuré, financé et coordonné, mobilisant plus de 28 millions de dollars pour préparer un assassinat présidentiel et un renversement de l'État. En gelant les avoirs de 113 personnes, l'appareil sécuritaire a coupé l'oxygène financier du dispositif avant son passage à l'acte, provoquant un arrêt brutal des paiements, des liaisons et des relais logistiques. Ce premier constat éclaire le basculement évoqué plus tôt. La menace décrite n'était pas improvisée ni marginale. Elle s'appuyait sur des acteurs familiers des rouages institutionnels, anciens responsables politiques, figures militaires, magnats économiques et patrons de médias, accusés d'avoir transformé leur capital relationnel en armes. Le cœur du danger, selon les services de renseignement, résidait dans cette connaissance intime des réflexes de l'État et des mécanismes de la peur collective, permettant d'agir sans exposition directe. Dans ce schéma, l'argent joue un rôle central. Les flux étaient fragmentés, transnationaux, dissimulés derrière des sociétés d'écran et des comptes masqués. Les communications passaient par des applications chiffrées, les réunions se tenaient dehors du territoire, et chaque étape visait à éviter la traçabilité. L'objectif, tel que décrit par les autorités, était simple: créer l'épuisement, saturer les forces de sécurité par des violences instrumentalisées, puis frapper au moment opportun, tandis que des campagnes médiatiques préparaient l'opinion à un changement imposé. C'est ici que la figure d'Ibrahim Traoré entre pleinement dans le cadre analytique. Son renversement d'un ordre perçu comme protégé a déplacé la confrontation vers des espaces moins visibles. Banques, médias, récits. Pour la population, le choc n'a pas été seulement juridique, il a été psychologique, car des noms respectés se sont retrouvés associés à l'idée de trahison interne. La question ouverte en ouverture trouve alors un premier élément de réponse. Ce basculement ne redéfinit pas seulement le pouvoir, il redessine l'ennemi. Dans ce contexte, un personnage sert de fil conducteur pour comprendre l'impact immédiat de la décision. Le fonctionnaire bancaire de quartier, habitué aux procédures routinières, soudain confronté à des ordres exceptionnels.
Les comptes à geler ne sont pas anonymes. Les noms sont connus, respectés, parfois craints. L'exécution est rapide, sans marge d'interprétation. Cette scène, répétée dans plusieurs villes, matérialise la rupture entre l'ancien réflexe de prudence et une nouvelle logique d'exposition. À l'échelle des forces de sécurité, l'effet est tout aussi tangible. Des unités jusque-là mobilisées sur des fronts visibles voient leur mission s'élargir à la protection d'infrastructures financières et médiatiques. La vigilance change de nature. Il ne s'agit plus seulement d'anticiper une attaque armée, mais de détecter des signaux faibles, des tentatives d'infiltration, des récits destinés à semer le doute. Cette extension du périmètre sécuritaire modifie le quotidien opérationnel et renforce la perception d'une menace diffuse. Pour les citoyens, l'impact précoce se lit dans les conversations ordinaires. Dans les quartiers, les discussions portent moins sur les explosions que sur la question de l'impunité. Voir des figures longtemps perçues comme intouchables perdre leur protection crée un choc cognitif. L'idée que la souveraineté se défend aussi dans les banques et les médias cesse d'être abstraite. Elle devient observable, presque pédagogique. Cette phase précoce installe un effet clé. Elle transforme un dossier sécuritaire en expérience collective. En exposant publiquement les mécanismes, l'État force chacun à réévaluer sa lecture du pouvoir et du risque. L'idée clé devient alors claire en quelques mots. La sécurité n'est plus lointaine. Avant le gel des avoirs, la situation suivait une trajectoire familière. Les attaques semblaient dispersées, les alertes successives, les foyers de violence déconnectés les uns des autres. Après la décision, le récit change brutalement. Les autorités décrivent une séquence claire, activation, montée en tension, puis retombées immédiates. Le passage de l'avant à l'après ne tient pas à une bataille gagnée, mais à une respiration coupée. L'activation commence par des signaux faibles, des mouvements financiers inhabituels, des prises de contact répétées, des déplacements discrets hors du pays. Rien d'assez spectaculaire pour déclencher l'alarme publique, mais suffisamment cohérent pour alerter les services. À ce stade, la violence armée n'est pas l'objectif final. Elle sert de bruit de fond, un moyen de saturer l'attention, d'épuiser les forces, de créer une fatigue collective. Les autorités parlent d'une stratégie de chaos destinée à préparer un terrain politique favorable. La montée en tension survient quand ces éléments convergent. Les enquêtes financières établissent des liens entre certains flux et des épisodes d'insécurité. Les communications interceptées suggèrent une coordination patiente fondée sur le temps plutôt que sur la force. C'est ici que le choix politique s'impose. Attendre davantage au risque de laisser le dispositif arriver à maturité ou frapper tôt sur le levier central. Ibrahim Traoré et son entourage optent pour la seconde voie, en ciblant le nerf financier plutôt que les exécutants visibles. La décision est rapide et assumée publiquement. Les comptes sont gelés, les biens scellés, les autorisations de voyage suspendues. Les banques exécutent sans délai. L'effet est immédiat. Les paiements cessent. Les intermédiaires se retirent. Les chaînes de coordination se fragmentent. Ce qui devait fonctionner dans la durée se grippe en quelques heures. Selon les autorités, la machine s'arrête avant l'exécution finale. Les retombées dépasse l'aspect opérationnel. Sur le plan psychologique, la perception collective bascule. Pendant des années, une croyance dominait. Certaines positions garantissaient l'immunité. Cette croyance s'effondre. Les élites découvrent qu'elles peuvent être surveillées et neutralisées. Les citoyens observent que l'État n'agit plus dans l'ombre, mais à visage découvert. La peur change de camp, non par intimidation directe, mais par démonstration de capacité. Cette séquence révèle aussi une dimension internationale. Les autorités évoquent des soutiens extérieurs discrets, non sous forme d'intervention armée, mais par financement logistique
et influence médiatique. Pas d'invasion, une pression silencieuse. En coupant les flux, l'État perturbe ce soutien indirect et expose un modèle de déstabilisation moderne fondé sur l'argent et les récits plus que sur les chars. À la fin de cette phase, une leçon s'impose dans le débat public. Quand le financement s'effondre, même les plans sophistiqués se désagrègent. Le flux des événements ne raconte pas une victoire définitive, mais un tournant. Il montre comment une décision ciblée peut transformer une crise diffuse en rupture stratégique, et pourquoi ce choix marque un point de non-retour. Avant le gel, les flux circulaient sans friction. Après, ils se sont interrompus net. Cette bascule mesurable constitue l'argument central avancé par les autorités. Toucher le financement a produit un effet immédiat, là où des actions dispersées auraient à prolonger l'incertitude. Le contraste avant-après permet de lire la séquence non comme un geste symbolique, mais comme une intervention ciblée sur un mécanisme précis. Un premier repère chiffré se détache. 28 millions de dollars. Selon l'unité de renseignement financier, ce montant correspond aux ressources mobilisées pour l'opération globale. L'intérêt de ce chiffre n'est pas seulement son ampleur. Il indique un projet structuré, capable de rémunérer des intermédiaires, d'acheter des armes, de financer des campagnes de désinformation et de maintenir une coordination dans le temps. Autrement dit, un dispositif qui ne repose ni sur l'improvisation, ni sur la seule idéologie, mais sur une capacité financière soutenue. Un deuxième repère apparaît: 113 personnes ciblées par le gel des avoirs. Ce nombre éclaire la nature du réseau décrit par les autorités. Il ne s'agit pas d'un cercle restreint, mais d'un ensemble étendu reliant anciens responsables, figures militaires, acteurs économiques et relais médiatiques. L'effet du gel se lit dans la dispersion de ces points d'appui. En neutralisant simultanément un volume important de comptes et de biens, l'État réduit la possibilité de contournement rapide et fragilise la confiance interne au réseau. Un troisième repère complète le tableau. Plus de 60 suspects interpellés ou placés sous enquête lors de la première phase judiciaire. Ce chiffre traduit le passage du renseignement à la procédure publique. Il signale que les accusations ne restent pas au stade de l'allégation sécuritaire, mais qu'elles entrent dans un cadre juridique visible, avec des dossiers documentés, relevés bancaires, communication, contrats et propriété. La quantification devient ici un outil de crédibilité institutionnelle. Ces données prennent sens lorsqu'elles sont mises en relation. Avant l'intervention, l'argent assurait la continuité. Après, son absence provoque l'arrêt. Les paiements cessent, les intermédiaires disparaissent. Les liaisons se rompent. Les autorités décrivent une chaîne où chaque maillon dépend du précédent. Une fois le premier rompu, l'ensemble perd sa cohérence. La preuve chiffrée sert alors à illustrer une logique. La violence instrumentalisée ne tient que tant qu'elle est financée. Dans cette lecture, la décision attribuée à Ibrahim Traoré s'inscrit dans une rationalité opérationnelle plutôt que dans une posture politique. Le choix du levier financier vise à réduire le coût humain et à écourter la phase d'instabilité. Il comporte toutefois un risque mesurable. Exposer publiquement des élites crée des adversités durables et attire l'attention d'acteurs extérieurs affectés par la rupture des flux. Ainsi, les chiffres ne ferment pas le débat, ils l'ouvrent. Ils montrent ce qui a été stoppé, mais posent une question plus large. Combien de temps un tel assèchement peut-il être maintenu sans provoquer de nouvelles formes de pression? Les preuves quantifiées apportent une réponse partielle et préparent la discussion suivante sur les arguments opposés. Les critiques les plus structurées de cette stratégie s'articulent autour de deux arguments principaux. Le premier concerne le risque d'escalade. Toucher simultanément des élites politiques, économiques et médiatiques peut, selon cette lecture,
provoquer une coalition de ressentiments capables de se recomposer ailleurs. En gelant les avoirs et en exposant publiquement les procédures, l'État ne se contente pas de neutraliser un réseau présumé. Il crée aussi des adversaires durables, disposant encore de relations, de récits et de relais extérieurs. Le danger avance ses voies et de transformer une opération préventive en conflit prolongé, plus diffus et plus coûteux à contenir. Le second argument porte sur l'état de droit. Des décisions rapides administratives prises au nom de la sécurité nationale soulèvent la crainte d'un précédent. Même justifiée par l'urgence, elle pourrait, selon les opposants, fragiliser les garanties procédurales et nourrir un climat d'incertitude pour les acteurs économiques ordinaires. La ligne est fine entre efficacité sécuritaire et perception d'arbitraire. Si elle est franchie, le coût en confiance pourrait dépasser les bénéfices immédiats en stabilité. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux car ils reposent sur des expériences observées ailleurs. Des opérations similaires, dans d'autres contextes, ont parfois déplacé la menace plutôt que de la dissoudre. Cependant, la réponse avancée par les autorités s'appuie sur des éléments factuels issus du dossier. Elle souligne d'abord que la procédure n'a pas été secrète mais publique, précisément pour éviter l'arbitraire perçu. Les audiences, les convocations et les preuves exposées visent à inscrire l'action dans un cadre lisible. Ensuite, la question de l'escalade est relativisée par l'effet mesuré de l'assèchement financier. Les données présentées montrent une désorganisation rapide, suggérant que la capacité de nuisance dépendait fortement des flux interrompus. Enfin, les autorités insistent sur le caractère ciblé des mesures. Il ne s'agit pas d'une répression généralisée, mais d'une réponse à des faits documentés reliant financement, influence et violence instrumentalisée. Le débat reste ouvert. En prenant ces critiques au sérieux, on n'aboutit pas à une réfutation définitive, mais à une clarification. Le choix n'est pas entre risque et absence de risque, mais entre deux types de vulnérabilité. Reste à savoir laquelle une société est prête à accepter. Ce constat bref marque le point médian du récit et modifie la lecture de l'ensemble. Jusqu'ici, l'attention se portait sur les mécanismes, les flux et les procédures. À ce stade, l'enjeu devient perceptif. Ce qui a été exposé n'est pas seulement un complot présumé, mais une méthode contemporaine de prise de pouvoir fondée sur l'invisibilité, la patience et l'exploitation de la fatigue collective. Le révélateur tient dans un détail souvent négligé. Selon les autorités, la violence armée n'était pas conçue pour gagner du terrain, mais pour détourner l'attention pendant que d'autres leviers agissaient ailleurs. L'argent, les récits en médiatique et les réseaux d'influence constituaient le cœur de l'opération. En les rendant visibles et vulnérables, l'État a déplacé la bataille hors de son terrain initial. Le centre de gravité n'est plus la capacité de frapper, mais la capacité de financer et de convaincre. C'est ici que la posture d'Ibrahim Traoré prend un sens stratégique. Le gel des avoirs et la judiciarisation publique ne cherchent pas seulement à neutraliser des individus, mais à casser un modèle. Un modèle où la respectabilité protège, où l'ombre rassure, où l'argent circule sans être questionné. Une fois ce modèle exposé, il perd une partie de son efficacité. Cette révélation à mi-parcours prépare la suite. Si la peur change de camp, alors les conséquences ne se limitent pas aux conspirateurs présumés. Elles s'étendent à ceux qui observaient, hésitaient ou pariaient sur l'usure silencieuse de l'État. La question devient alors concrète. Qui est affecté par ce déplacement de la peur? Pour l'État, la première conséquence est institutionnelle. Le gel coordonné des avoirs et l'ouverture de procédures publiques modifient la hiérarchie des priorités sécuritaires. Les ministères financiers, judiciaires et de la communication deviennent
des lignes de défense au même titre que les forces armées. Cette reconfiguration oblige à partager l'information, à synchroniser des administrations longtemps cloisonnées et à assumer des décisions visibles. Dans ce cadre, l'autorité centrale renforce sa capacité d'initiative, mais accepte aussi une exposition accrue aux critiques et aux pressions externes, car chaque acte laisse une trace vérifiable. Pour les entreprises, l'effet est ambivalent. D'un côté, la démonstration que des réseaux d'influence peuvent être neutralisés réduit l'incertitude liée aux rentes et aux passe-droits. De l'autre, la rapidité des mesures administratives accroît la perception de risques à court terme, notamment pour les acteurs dépendants de relations politiques héritées. Les banques, en exécutant sans délai, envoient un signal clair. La conformité prime désormais sur la proximité. Cette évolution pousse les entreprises à réévaluer leurs pratiques et leurs dépendances sous peine d'être associées à des circuits devenus toxiques. Pour les citoyens, l'impact est d'abord psychologique puis social. Voir des figures respectées perdre leur protection modifie le rapport à la loi. L'idée que la justice ne s'applique qu'aux plus faibles recule, au moins provisoirement. Les mobilisations observées dans plusieurs villes traduisent moins un soutien à une personne qu'une adhésion à un principe. La souveraineté ne se négocie pas dans l'ombre bancaire. Cette dynamique renforce la vigilance collective, mais crée aussi une attente élevée. Si les promesses de transparence ne sont pas tenues dans la durée, la déception pourrait être à la hauteur de l'espoir suscité. À l'échelle régionale, enfin, le signal dépasse les frontières. Les autorités évoquent des soutiens extérieurs discrets fondés sur le financement et l'influence plutôt que sur l'intervention directe. En exposant ces mécanismes, le pays perturbe un modèle de pression silencieuse observé ailleurs. Les États voisins, confrontés à des vulnérabilités similaires, observent les effets avec attention. La question n'est pas de reproduire une méthode, mais d'en mesurer le coût politique et diplomatique. Le précédent créé modifie les calculs, même là où aucune décision immédiate n'est prise. Dans cette lecture, la figure d'Ibrahim Traoré apparaît comme un catalyseur plutôt que comme une fin en soi. Les conséquences concrètes touchent des cercles imbriqués, institutions, économie, société, région. Le déplacement de la peur évoqué plus tôt trouve ici sa traduction pratique. Il ne protège pas de tous les risques, mais il redistribue les contraintes. La suite dépendra de la capacité à maintenir cette cohérence sans basculer dans l'exception permanente. Le premier scénario, dit de base, prolonge la trajectoire actuelle sans rupture majeure. Les procédures judiciaires suivent leur cours, les flux financiers restent contraints et la vigilance institutionnelle se maintient. Dans ce cadre, la pression sécuritaire diminue par à-coups sans disparaître. Les réseaux affectés cherchent des voies de contournement plus coûteuses et plus lentes. L'État consolide ses nouvelles pratiques de coordination, mais doit gérer une fatigue administrative et sociale liée à la durée. La stabilité progresse par paliers au prix d'une attention constante et d'arbitrage budgétaire serré. Le scénario optimiste suppose un effet d'entraînement. La transparence affichée renforce la confiance interne, les mobilisations civiques se traduisent par une coopération accrue avec les autorités locales et les partenaires régionaux ajustent leur position. Les mécanismes de financement illicite deviennent plus risqués, moins attractifs. L'économie formelle bénéficie d'un climat de conformité plus lisible, ce qui réduit certaines rentes et encourage des pratiques plus prévisibles. Dans cette hypothèse, la dissuasion l'emporte. La visibilité des sanctions et des procédures décourage des initiatives similaires sans nécessité d'escalade supplémentaire.
Le scénario dégradé repose sur une recomposition adverse. Les acteurs touchés déplacent leurs activités, adaptent leurs récits et exploitent les zones grises restantes. Des pressions extérieures, diplomatiques ou médiatiques, s'intensifient pour contester la légitimité des mesures. À l'intérieur, la polarisation s'accentue, opposant efficacité sécuritaire et inquiétude juridique. Le risque n'est pas un retour au point de départ, mais une instabilité diffuse faite de coups ponctuels et de campagnes d'influence plus difficiles à attribuer et à contrer. Ces scénarios ne sont pas exclusifs. Des éléments de chacun peuvent coexister selon les périodes et les secteurs. La variable décisive tient moins à l'intensité des menaces qu'à la cohérence dans le temps. Si les règles changent trop vite, l'incertitude domine. Si elles sont maintenues sans contrôle, l'exception s'installe. Entre les deux, un équilibre est possible, mais exige des mécanismes de redevabilité clairs. La recommandation de méthode est simple, raisonner en conditions. Si la transparence procédurale est maintenue, alors la dissuasion a des chances de durer. Si elle faiblit, alors les coûts politiques augmenteront. Cette ouverture prépare la question suivante: quelles actions concrètes permettent de transformer un tournant en trajectoire durable? À ce stade, le récit cesse d'être abstrait et touche directement le lecteur selon sa position sociale et professionnelle. Pour les agents publics, l'épisode met en lumière une transformation du travail quotidien. La coordination interadministrative devient la norme, la traçabilité une exigence permanente. Cette évolution crée des marges d'action nouvelles, mais impose aussi une responsabilité accrue. Chaque décision est susceptible d'être observée, commentée, contestée. Le gain en efficacité se paie par une exposition constante. Pour les entrepreneurs et travailleurs du secteur privé, l'impact se lie dans la redéfinition du risque. Les pratiques fondées sur la proximité politique perdent de leur valeur, tandis que la conformité réglementaire devient un actif stratégique. À court terme, cette transition peut générer de l'incertitude et des coûts d'adaptation. À moyen terme, elle ouvre la possibilité d'un environnement plus prévisible où la règle prime sur l'intermédiation informelle. Le lecteur concerné y voit une contrainte, mais aussi une opportunité de repositionnement. Pour les citoyens, enfin, l'effet est plus intime. L'exposition publique de mécanismes longtemps perçus comme intouchables modifie le rapport à la loi et à la parole publique. Les discussions ordinaires intègrent désormais des notions autrefois réservées aux cercles spécialisés: financement, influence, responsabilité. Cette appropriation renforce la vigilance, mais crée aussi une attente forte de cohérence. Lorsque l'exigence monte, la tolérance à l'incohérence baisse. Dans ces trois cas, un même fil apparaît: la fin relative de l'innocence. Le lecteur n'est plus simple spectateur. Il est placé devant un choix implicite entre passivité confortable et engagement attentif. Les décisions prises au sommet produisent des effets diffus mais réels sur les comportements ordinaires. La question n'est donc plus seulement ce que l'État fait, mais ce que chacun accepte de normaliser ou de refuser dans la durée. Transformer un tournant en trajectoire durable suppose une méthode lisible. La première étape concerne la clarification procédurale. Les autorités doivent préciser qui décide, sur quels critères et dans quel délai afin que les mesures de sécurité restent prévisibles. Cette lisibilité réduit l'arbitraire perçu et répond directement aux inquiétudes soulevées dans les scénarios précédents, où l'exception pouvait devenir une règle. La deuxième étape porte sur la judiciarisation contrôlée. Les dossiers ouverts doivent progresser selon un calendrier public, avec des éléments vérifiables.
L'objectif n'est pas la rapidité à tout prix, mais la cohérence. En rendant visibles les mécanismes, l'État transforme la contrainte en pédagogie. Cette logique renforce la dissuasion sans multiplier les gestes spectaculaires. Elle conditionne aussi la crédibilité internationale du processus. Troisième étape, la coordination institutionnelle. Sécurité, finances, justice et communication doivent partager l'information et mesurer les effets de leurs décisions. Des indicateurs simples permettent d'évaluer l'impact réel: continuité des flux légaux, stabilité économique locale, perception citoyenne. Mesurer évite de surcorriger. Ajuster prévient l'usure administrative évoquée dans le scénario de base. Quatrième étape, la gestion des pressions externes. Diplomatiques ou médiatiques, elles exigent une réponse factuelle et constante, documentée, expliquée, comparée. Cette posture limite la polarisation et réduit l'efficacité des récits adverses. Enfin, une cinquième étape concerne l'ancrage social. Maintenir le dialogue avec les communautés pour éviter que l'adhésion initiale ne se transforme en attente déçue. Dans cette feuille de route, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme l'unique garant, mais comme l'initiateur d'un cadre. La réponse à la question ouverte au plus haut se dessine ici. La durabilité dépend moins de la fermeté initiale que de la capacité à installer des règles stables, contrôlables et partagées. C'est à cette condition que le tournant devient une trajectoire. Le récit peut alors revenir à l'image initiale, presque banale, du fonctionnaire bancaire face à son écran. Ce geste administratif, autrefois routinier, est devenu un symbole. Il rappelle que les grandes bascules ne prennent pas toujours la forme d'événements spectaculaires. Elles s'inscrivent parfois dans des actes discrets, répétés, assumés publiquement. C'est là que se joue une part essentielle du changement décrit depuis le début. Pour beaucoup, cette séquence a ravivé une mémoire plus ancienne, celle d'un pays marqué par des promesses inachevées et des ruptures brutales. La comparaison surgit, parfois murmurée, parfois assumée. Mais la différence tient moins aux figures qu'au contexte. Là où le passé avançait dans l'isolement, le présent se déploie sous le regard d'une société plus attentive, plus impliquée. Cette vigilance collective modifie la dynamique du risque. Dans cette perspective, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un héros ou un adversaire que comme un point de convergence. Il incarne un moment où une décision a forcé un système à se regarder lui-même. Le poids émotionnel ne vient pas d'une victoire proclamée, mais de la rupture d'une habitude, celle de l'intouchabilité. Une phrase résume ce sentiment partagé, bref et sans emphase. La peur n'est plus silencieuse. Elle circule désormais à découvert, observée, discutée, contestée. Ce déplacement n'efface pas les menaces, mais il change leur nature. Et c'est peut-être là que réside l'essentiel de ce tournant. Ce récit se termine sans verdict définitif, car il ne s'agit pas d'une conclusion fermée, mais d'un point de passage. Ce qui s'est joué dépasse un dossier ou une séquence sécuritaire. Il interroge la manière dont une société accepte ou refuse que des décisions majeures se prennent hors de sa vue. À cet égard, l'épisode associé à Ibrahim Traoré fonctionne comme un révélateur plus que comme une fin d'histoire. La question laissée au lecteur est volontairement ouverte. Jusqu'où une vigilance collective peut-elle être maintenue sans se transformer en lassitude? À partir de quel moment la fermeté nécessaire glisse-t-elle vers l'exception permanente? Ces interrogations ne concernent pas uniquement le Burkina Faso. Elles traversent de nombreuses sociétés confrontées à des formes de pression moins visibles mais tout aussi structurantes. Observer, comparer, discuter reste alors un acte civique. Ni l'adhésion aveugle ni le rejet réflexe ne suffisent. Ce qui compte, c'est la capacité à suivre les faits, à demander des comptes et à reconnaître les signaux faibles. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'est ni une réponse unique, ni une garantie absolue,
mais un cas d'étude vivant. La dernière invitation est simple, restez attentif, posez des questions, confrontez les récits, car c'est souvent dans cet espace de dialogue que se joue la suite.